Toute ma vie reposait sur une histoire fausse, et je l'ai compris à l'instant précis où cette phrase a été prononcée. Elle n'était pas destinée à moi. Elle n'était pas dite pour blesser. Elle est sortie naturellement, comme une évidence qu'on ne prend même plus la peine de cacher. Ce jour-là, j'étais assise à la table du salon, celle que j'avais choisie il y a des décennies, quand la maison n'était encore qu'un chantier plein de promesses. La lumière de fin d'après-midi traversait les rideaux, douce, presque indulgente. J'écoutais, sans vraiment écouter, habituée depuis longtemps à être présente sans être centrale. Et puis, j'ai entendu ces mots. Il parlait de moi, mais sans moi. De ma vie, mais comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Une phrase courte, dite sur un ton neutre, pratique. Une phrase qui n'appelait ni justification, ni émotion. Une phrase qui résumait 30 ans de mensonges sans trembler. Je n'ai pas réagi tout de suite. Mon corps est resté immobile, parfaitement calme. Mon visage n'a rien laissé paraître. À l'intérieur, pourtant, quelque chose s'est déplacé. Pas une explosion. Plutôt un déclic silencieux, précis, irréversible. J'ai compris à ce moment-là que je n'avais jamais été au cœur de l'histoire que je racontais depuis toujours. J'en étais un personnage secondaire, utile, nécessaire même, mais jamais informé du scénario réel. J'avais vécu dans un récit arrangé, poli, répété jusqu'à devenir crédible. Ils ont continué à parler, convaincus que je n'avais rien entendu d'important. J'ai observé leurs gestes, leurs regards, leur aisance. Tout me semblait soudain étrangement cohérent. Les silences d'autrefois. Les décisions prises sans moi. Les réponses vagues quand je posais une question trop précise. Ce que j'avais appelé pudeur ou fatigue prenait une autre forme. Je me suis demandé combien de fois j'avais déjà frôlé la vérité sans oser la regarder en face. Combien de fois j'avais senti que quelque chose clochait, sans vouloir insister. Parce qu'insister aurait signifié troubler l'équilibre. Et troubler l'équilibre, pour moi, avait toujours été une faute. Je n'ai pas interrompu la conversation. Je n'ai pas demandé d'explication. Je n'ai mal. J'ai laissé la phrase s'installer en moi, comme une graine empoisonnée, consciente que tout ce qui suivrait dépendrait de la manière dont je choisirais de la regarder. Ce n'était pas de la trahison ordinaire. Ce n'était pas une dispute familiale, ni un conflit d'intérêt banal. C'était plus profond. On m'avait laissé croire à une version de ma propre vie, qui arrangeait tout le monde, sauf moi. Une version dans laquelle mon silence était interprété comme un accord, mon absence de questions comme une preuve de confiance. J'ai repensé à toutes ces signatures apposées machinalement, à ces documents que je n'avais pas lus jusqu'au bout, à ces phrases rassurantes répétées comme des mantras, « Ne t'inquiète pas, c'est plus simple ainsi, fais à nous confiance ». Je les avais acceptées parce que je croyais que l'amour ne devait pas se méfier. À cet instant précis, j'ai ressenti une douleur sourde, mais maîtrisée. Pas la douleur de la perte, celle de la révélation. Comprendre que l'on a vécu dans une illusion ne fait pas immédiatement souffrir. Cela crée d'abord un vertige. Comme si le sol se dérobait doucement, sans bruit. Je me suis levée lentement. J'ai prétexté la fatigue. Personne n'a insisté. Personne n'a cherché à me retenir. Ce détail, insignifiant en apparence, a confirmé ce que je venais de comprendre. Ma présence n'était plus indispensable depuis longtemps. Dans la chambre, j'ai fermé la porte et je me suis assise sur le lit. Mes mains tremblaient légèrement. Pas de peur, de lucidité. J'ai respiré profondément, comme pour ancrer ce moment dans ma mémoire. Je savais que je ne pourrais plus faire semblant. Pas après ça. Je n'ai pas pleuré. Les larmes auraient été une réponse attendue, presque rassurante pour eux, si jamais ils les avaient vues. À la place, j'ai senti une clarté froide se répandre en moi. Une certitude simple. Je ne vivais pas ma propre histoire. Tout ce que je croyais solide reposait sur un récit construit sans mon consentement éclairé. Et cette histoire fausse avait tenu parce que je n'avais jamais demandé à la relire moi-même. Ce soir, je n'ai confronté personne. J'ai fait quelque chose de plus décisif. J'ai décidé d'écouter autrement, de regarder les détails, de me souvenir avec précision, de ne plus détourner les yeux pour préserver une harmonie qui m'avait coûté trop cher. Je n'étais pas encore dans l'action. Je n'étais pas encore dans la révolte, mais j'avais franchi un seuil invisible, celui où l'on cesse de se raconter des histoires pour survivre. Celui où l'on accepte enfin de regarder sa vie telle qu'elle est, et non telle qu'on nous a appris à la raconter. Et je le savais déjà,
avec une lucidité tranquille. Rien, absolument rien, ne serait plus jamais comme avant. Avant cette phrase, avant ce déclic silencieux, il y avait eu une vie entière que je croyais lisible, une trajectoire simple, presque exemplaire. Je la racontais sans hésiter, convaincue qu'elle me définissait vraiment. J'étais l'épouse fidèle, la mère présente, la femme qui avait tenu bon quand il fallait tenir, sans jamais réclamer autre chose que la continuité. Je venais d'une génération où l'on ne parlait pas beaucoup de soi. On faisait ce qu'il fallait, et c'était déjà beaucoup. J'avais appris très tôt que la stabilité se construit avec de la patience, et que la patience exige parfois de taire ses doutes. On appelait cela maturité. On appelait cela amour. Quand j'ai rencontré mon mari, j'ai cru reconnaître cette promesse à là. Il avait une manière rassurante d'occuper l'espace, une autorité calme qui ne criait jamais. Il décidait vite, parlait peu, avançait droit. À côté de lui, je me sentais protégée. J'ai confondu cette protection avec un partage égal. Nous avons construit notre foyer sans heurts apparents. Une maison choisie ensemble, disait Taon. En réalité, il avait déjà décidé. Je m'en rendais compte aujourd'hui, mais à l'époque, cela ne me gênait pas. Je pensais que l'important était d'être consulté, pas de trancher. Je voulais appartenir, pas diriger. Les enfants sont arrivés, et avec eux une organisation, où je trouvais naturellement ma place. Je m'occupais de ce qui ne se voit pas toujours, mais qui soutient tout le reste. Les repas, les horaires, les inquiétudes nocturnes, les détails. Mon mari gérait les dossiers, les rendez-vous, les papiers. Il disait que c'était plus simple ainsi. Je l'ai cru. Je travaillais, puis j'arrêtais, puis je reprenais à temps partiel, toujours en fonction des besoins des autres. Je ne me posais pas la question de ce que je laissais de côté. J'avais la sensation d'être utile, et cette utilité me suffisait. Je me souviens d'un rendez-vous chez le notaire, longtemps avant que les enfants ne deviennent d'adultes. La pièce était claire, impersonnelle. On nous a tendu des documents. Mon mari parlait, expliquait, résumait. Je signais. Je ne posais pas de questions. J'étais pressée, fatiguée, confiante. Je ne savais pas que cette signature serait l'un des piliers d'une histoire que je ne connaissais pas. La vie avançait. Des enfants grandissaient. Les repas du dimanche devenaient plus bruyants, puis plus espacés. J'étais fière de ce que nous avions construit. Fière de cette maison pleine de souvenirs, de ces années où tout semblait tenir sans effort. Je croyais que l'équilibre était la preuve que j'avais bien fait. Avec le temps, j'ai senti que quelque chose se déplaçait. Lentement. Presque imperceptiblement. Les décisions se prenaient sans moi, puis m'étaient présentées comme des évidences. Quand je demandais des précisions, on me rassurait. Toujours avec la même phrase. Ne t'inquiète pas. Je n'ai jamais été tenue à l'écart de manière brutale. C'est cela qui rend l'histoire si difficile à nommer. Il n'y avait pas de conflits ouverts, pas de refus nets. Juste une suite de petits ajustements qui, mis bout à bout, dessinaient un effacement progressif. Mon mari devenait plus discret. Parfois, je sentais une tension chez lui, un regard qui se détournait trop vite. Une conversation interrompue à mon entrée. Je mettais cela sur le compte de la fatigue, du poids des responsabilités. Je ne voulais pas voir autre chose. Quand il est tombé malade, j'ai pris soin de lui avec une dévotion que je croyais naturelle. Je pensais que l'amour se prouvait dans ces moments-là. Je n'imaginais pas que, pendant que je veillais, d'autres décisions continuaient de se prendre, ailleurs, sans moi. Après sa mort, j'ai cru que tout serait enfin clair. Que les noms à dit s'étaient dissipés avec lui. Je pensais que le passé était clos. Je n'avais pas compris que certains silences survivent à ceux qui les ont instaurés. La maison restait pleine. Les enfants venaient, repartaient. Je continuais à raconter notre histoire comme une réussite. J'y croyais encore. Parce que remettre en question ce récit aurait signifié accepter que j'avais vécu dans une version incomplète de ma propre vie. Je me rendais compte aujourd'hui que cette vie d'avant était construite sur une confiance aveugle. Une confiance sincère, mais jamais vérifiée. Et que cette confiance avait permis à d'autres de raconter à ma place ce qui hier devait être su et ce qui devait rester caché. Je n'étais pas malheureuse. C'est cela qui rend la révélation si troublante. On peut vivre longtemps dans une histoire fausse, sans souffrir, ouvertement. On s'adapte, on s'ajuste.
On appelle cela la normalité. J'avais vécu ainsi, persuadé que tout reposait sur des bases solides. Je ne savais pas encore que ces bases n'étaient pas les miennes, et que ce que j'appelais la vie d'avant n'était, en réalité, qu'un décor, soigneusement entretenu. Les premiers signes de rejet n'ont jamais pris la forme d'un affront direct. Ils se sont installés doucement, presque avec délicatesse, comme si l'on avait pris soin de ne pas me brusquer. À l'époque, je n'y ai pas vu de méchanceté. J'y ai vu des maladresses, des changements naturels, des ajustements liés au temps qui passe. Après la disparition de mon mari, quelque chose s'est modifié dans la façon dont on me parlait. Pas dans les mots eux-mêmes, mais dans leur intention. On me posait moins de questions. On me demandait surtout d'approuver, rarement de choisir. J'étais consultée pour la forme, jamais pour la décision. Les réunions familiales continuaient, mais elles avaient changé de tonalité. On parlait plus vite. On parlait entre soi. Quand je donnais mon avis, il restait suspendu dans l'air, sans suite. Personne ne me contredisait. Personne ne m'écoutait vraiment. J'avais l'impression de parler dans une pièce légèrement trop grande, où les mots se perdaient avant d'atteindre leur cible. Ma belle-fille avait une manière particulière de suggérer les choses. Elle ne disait jamais frontalement ce qu'elle pensait. Elle préférait les phrases enveloppées de logique. À mon âge, disait à elle, il fallait penser à se simplifier la vie. La maison était grande, lourde à entretenir. Il serait peut-être plus raisonnable d'envisager autre chose. Toujours ce ton calme, presque bienveillant, qui rend toute opposition déplacée. Je souriais, je répondais vaguement. Je pensais que ces remarques étaient sans conséquence. Les enfants, eux, évitaient les discussions trop précises. Quand je demandais des explications sur certains choix, on me disait que ce n'était pas urgent, qu'on verrait plus tard. Ce plus tard n'arrivait jamais. J'apprenais les décisions une fois qu'elles étaient déjà appliquées. Un jour, je suis rentrée des courses et j'ai trouvé le salon réaménagé. Les meubles avaient été déplacés. Certains objets avaient disparu. On m'a expliqué que c'était pour faire plus moderne, plus pratique. Personne ne m'avait demandé si cela me convenait. J'ai rangé mes affaires sans protester, persuadée qu'il ne fallait pas dramatiser. Les humiliations prenaient souvent la forme de silence. Alors, lors d'un repas, j'ai commencé à raconter un souvenir ancien. Personne ne m'a interrompu, mais très vite, les regards se sont détournés. Les téléphones ont été sortis. Les conversations ont repris au-dessus de ma voix. Je me suis tue. J'ai souri. J'ai terminé mon repas dans un calme qui ressemblait à une disparition progressive. Un autre jour, croyant que je n'entendais pas, j'ai surpris une remarque sur ma lenteur, sur mes habitudes, sur mon attachement au passé. Rien de cruel, rien de violent, mais suffisamment précis pour me faire comprendre que ma présence était devenue encombrante. Ouais, je me suis souvent demandé pourquoi je n'avais rien dit, pourquoi je n'avais pas posé de limites. La réponse est simple et douloureuse à la fois. Je pensais encore que parler mettrait en danger ce qui restait de la proie saucisse. Famille. Je croyais qu'en me taisant, je protégeais l'essentiel. Je n'avais pas compris que ce silence-là ne protégeait que les autres. Peu à peu, je suis devenue transparente. On parlait de projets devant moi, comme si je n'étais pas concernée. On décidait de ce qui serait mieux pour moi sans me consulter. J'étais toujours invitée, mais de moins en moins incluse. Ma présence était tolérée, mais plus nécessaire. Chaque petite humiliation, prise isolément, semblait insignifiante. Mais ensemble, elles formaient un climat. Un climat où je n'étais plus un sujet, mais un élément à gérer. Une variable dont il fallait s'occuper sans trop s'y attarder. Je continuais pourtant à croire à l'histoire officielle. Je me disais que c'était le prix à payer pour la paix, que vieillir impliquait d'accepter de céder un peu de terrain. Je me racontais ces choses pour ne pas regarder en face ce que je ressentais vraiment. Ce que je ressentais, c'était une mise à distance progressive. Une manière polie de me dire que je n'étais plus au centre, ni même sur le cercle. J'étais reléguée sur le bord, là où l'on ne dérange pas. Je ne savais pas encore que ces petites humiliations n'étaient pas une fin. Elles étaient une préparation. Une façon de m'habituer à ne plus compter, pour que, le moment venu, l'injustice paraisse presque naturelle. Je ne voyais pas encore l'histoire fausse se dessiner clairement. Mais déjà, sans le savoir, j'en étais devenue l'ombre. La goutte d'eau n'est pas arrivée avec fracas. Elle s'est présentée sous la forme la plus banale qui soit, une enveloppe beige,
glissée parmi d'autres courriers sans importance. Je l'ai ouverte sans méfiance, debout, dans l'entrée, encore vêtue de mon manteau. Je n'attendais rien. Je ne soupçonnais rien. C'était un document administratif. Des lignes serrées. Un vocabulaire sec. J'ai lu distraitement, jusqu'à ce que mon regard s'arrête sur un détail qui n'en était pas un. Le nom du propriétaire. Pas le mien. Je me suis rassise lentement, comme si le sol s'était déplacé sous mes pieds. J'ai relu. Une fois. 2 fois. J'ai cherché une erreur, une confusion, un oubli. Mais plus je relisais, plus la certitude s'imposait avec une précision douloureuse. La maison n'était plus juridiquement mienne. Cette maison où je vivais encore. Celle qui portait chaque trace de ma vie. Les murs peints de mes mains, les réparations faites au fil des années, les pièces transformées pour accueillir les enfants, puis les petits à enfants. Cette maison que je croyais être mon dernier refuge. J'ai appelé mon fils. Sa voix était calme, trop calme. Je lui ai lu la ligne concernée. Il a marqué un silence, bref, calculé. Puis il m'a dit de ne pas m'inquiéter. Que c'était compliqué. Que ce n'était qu'un montage administratif ancien. Toujours ces mots. Compliqué, technique, inutile à expliquer. Cette fois, je n'ai pas raccroché rassuré. J'ai demandé où se trouvait l'acte de propriété original. Il m'a répondu vaguement, à parler de classeurs, de papiers rangés ailleurs. J'ai senti une tension inhabituelle dans sa voix. Pas de la colère, de la prudence. Après l'appel, j'ai ouvert le meuble où je conservais mes documents importants. Tout était là, soigneusement classé. Factures, anciens contrats, papiers divers. Tout, sauf ce document précis. Celui qui aurait dû être le plus accessible. Quelqu'un l'avait pris. Ce geste, plus encore que le document lui-même, a provoqué en moi une onde de choc. Ce n'était pas une erreur administrative, c'était une action délibérée. Une main avait fouillé dans mes affaires. Une main avait décidé que je n'avais plus à disposer de ce papier. Je suis montée au grenier, là où mon mari conservait ses dossiers personnels. Des cartons, empilés, poussiéreux, presque intacts depuis sa mort. J'ai cherché longtemps. Puis j'ai trouvé un tiroir fermé à clé. Une clé que je connaissais, mais que je n'avais jamais utilisée. À l'intérieur, un dossier. Une chemise cartonnée, épaisse, ordonnée. Trop ordonnée. J'ai commencé à lire. Lentement. Très lentement. Les termes juridiques étaient difficiles, mais le sens général était limpide. Une renonciation. Une signature ancienne. La mienne. Un transfert progressif de propriété. Un montage légal étalé sur des années. Tout était en règle. Tout avait été fait sans que je comprenne réellement ce que je signais. Je me suis assise sur une vieille chaise, le dossier ouvert sur les genoux. J'avais froid, mais je ne tremblais pas. Une lucidité implacable prenait la place de la confusion. Les silences, les phrases rassurantes, les décisions prises sans moi. Tout s'alignait enfin. Ce n'était pas une simple négligence, c'était une dépossession organisée, patiente, rendue possible par ma confiance et entretenue par mon ignorance. Je me suis revue, des années plus tôt, signant des papiers sans lire jusqu'au bout, pressée par le quotidien, convaincue que l'amour n'exigeait pas de vigilance. Je n'avais pas été trompée par force. J'avais été guidée, doucement, vers un renoncement que je n'avais jamais formulé consciemment. À cet instant, quelque chose s'est brisé en moi. Pas une colère explosive. Une illusion. Celle qui me faisait croire que je pouvais continuer à me taire sans en payer le prix. Je n'ai pleuré qu'une seule fois. Pas longtemps. Juste assez pour reconnaître la perte. Puis je me suis relevée. J'ai refermé le dossier. Je l'ai posé sur la table, bien en vue. Il n'était plus question de douter, ni de minimiser. Ce jour-là, j'ai compris que l'histoire officielle de ma vie s'arrêtait ici. Ce que je vivais n'était plus une succession de petites humiliations, mais une injustice nette, documentée, irréversible. Si je ne faisais rien, je ne me suis pas dit que je devais me venger. Je me suis dit que je devais comprendre. Et, pour la première fois depuis très longtemps, j'ai cessé de me demander comment préserver la paix. Je me suis demandé comment reprendre ma place. Les nuits qui ont suivi cette découverte ont été silencieuses, mais pleines. Je ne dormais presque pas, pourtant je n'étais pas agitée. Je restais allongée,
les yeux ouverts, à écouter les bruits familiers de la maison, comme on écoute un lieu qui s'apprête à ne plus vous appartenir tout à fait. Je repassais chaque détail de ma vie, mais sans colère, avec une précision nouvelle. Les phrases répétées pour me rassurer. Les documents signés trop vite. Les décisions prises sans explication. Tout s'éclairait, non comme une trahison soudaine, mais comme une continuité logique. Une histoire racontée à ma place, progressivement, jusqu'à devenir la seule version admise. Je me suis demandé à quel moment j'avais cessé de poser des questions. Était-ce par fatigue, par amour, par habitude, peut-être un peu de tout cela. On m'avait appris que comprendre n'était pas toujours nécessaire pour appartenir, que la confiance était une vertu supérieure à la vigilance. J'avais pris ces idées pour des vérités. Je pensais souvent à ma mère, à sa vie discrète, à son endurance silencieuse. Elle portait tout sans jamais se plaindre. On l'appelait forte. Je comprenais maintenant que cette force avait parfois servi d'alibi à l'effacement. On louait sa capacité à tenir, jamais son droit à choisir. Une nuit, je me suis levée et j'ai descendu le dossier du grenier. Je l'ai posé sur la table de la cuisine. J'ai allumé la lumière. J'ai relu chaque page, lentement, sans détourner les yeux. Cette fois, je ne cherchais plus d'excuses. Je ne cherchais pas à protéger l'image de mon mari, ni celle de mes enfants. Je voulais comprendre ce qui avait été fait, concrètement. Les mots juridiques étaient froids, mais ils avaient une honnêteté brutale. Ils disaient les faits. Les dates, les conséquences. Ils ne me consolaient pas. Mais ils ne me trompaient pas. Et cette vérité-là, aussi dure soit-elle, me rendait quelque chose que j'avais perdu sans m'en rendre compte. La clarté. J'ai pris un carnet. Un carnet simple, bleu. J'y ai noté ce que je savais avec certitude. Pas d'interprétation, pas de supposition, seulement des faits, années, signatures, transferts, personnes impliquées. En mettant de l'ordre sur le papier, je sentais le chaos intérieur se calmer. Je ne me sentais pas animée par un désir de revanche. Ce mot me semblait excessif. Ce que je ressentais ressemblait davantage à une nécessité, celle de ne plus continuer à vivre dans un récit tronqué, celle de reprendre possession de ma propre histoire. Je savais que je ne pouvais pas rester seule avec cette vérité. Mais je savais aussi que parler à ma famille, à ce stade, ne ferait que renforcer les mécanismes de défense déjà en place. Alors, j'ai cherché ailleurs. J'ai pris rendez-vous avec un notaire qui ne connaissait ni mon nom, ni mon passé. Dans son bureau, je me suis sentie étrange, presque nue, en exposant ce dossier. Il a lu sans commenter, puis il a expliqué calmement ce que signifiaient ces documents. Ces mots n'étaient ni accusateurs ni compatissants. Ils étaient précis, et cette précision m'a apaisée. Il m'a parlé de consentement éclairé, de droit, de marge de manœuvre possible, de limites aussi. Il n'a rien promis. Il a simplement ouvert un champ de compréhension. Et ce champ était déjà une forme de réparation. En sortant de ce rendez-vous, je n'avais pas de plan. Pas encore. Mais je n'étais plus dans l'ignorance. J'avais cessé de me demander si j'exagérais. J'avais cessé de douter de mon propre ressenti. Je me suis autorisée à penser autrement, à imaginer des scénarios où je n'étais plus obligée de me taire pour préserver une harmonie factice, à envisager que la paix ne passe pas toujours par l'effacement. Ce soir-là, en refermant mon carnet, j'ai compris quelque chose de fondamental. Le silence peut être une forme de sagesse. Mais il devient une faute quand il sert uniquement à maintenir une injustice. Je n'avais encore rien fait, rien changé extérieurement. Mais intérieurement, tout avait basculé. J'avais cessé de me raconter l'histoire fausse sur laquelle ma vie reposait. Et dans cet espace nouveau, fragile mais clair, une décision commençait à se former. À partir de ce moment-là, j'ai compris que la parole serait un luxe dangereux. Pas parce que j'avais peur, mais parce que parler trop tôt aurait brouillé ce que je venais enfin de clarifier. Je devais avancer sans bruit, avec méthode, en laissant à chacun l'illusion que rien n'avait changé. Le silence devenait un outil, non plus une fuite. Je n'ai modifié aucune habitude visible. Je continuais à répondre aux messages, à accepter les visites, à sourire quand on me demandait si tout allait bien. Cette normalité rassurait. Elle leur permettait de croire que l'histoire officielle tenait encore. Ils confondaient mon calme avec la résignation. Cette confusion me protégeait.
La première démarche concrète a été financière. Je me suis rendue dans une banque que personne de ma famille n'utilisait. J'y ai ouvert un compte à mon seul nom. Le geste était simple, presque banal, mais il a produit un effet immédiat. Pour la première fois depuis longtemps, nos proies. Je décidais sans expliquer. Je lisais chaque clause. Je posais des questions précises. Je signais, en comprenant. Ensuite, j'ai établi un inventaire. Pas seulement des biens, mais de ce qui m'appartenait réellement. Les bijoux hérités de ma mère. Les meubles achetés avec mon salaire. Les objets reçus avant le mariage. Les papiers d'un terrain ancien, oubliés dans les conversations familiales. Tout était noté, daté, accompagné de preuves quand elles existaient. Chaque élément quittait le domaine du souvenir pour entrer dans celui du concret. J'ai revu le notaire, cette fois avec des questions plus ciblées. Il m'a parlé de délai, de marge, de manœuvre, de ce qui pouvait être réexaminé et de ce qui ne le pouvait plus. Il n'a jamais parlé de vengeance. Il parlait de cohérence juridique, de consentement, de traçabilité. Sa neutralité était rassurante. Elle m'empêchait de glisser vers l'émotion. Nous avons commencé à préparer un testament. Cette étape m'a demandé du temps. Décider de transmettre autrement, c'est accepter de rompre avec des automatismes anciens. J'ai choisi des clauses précises, protectrices. J'ai prévu des conditions. J'ai aussi décidé qu'une partie de ce que je laisserais irait hors du cercle familial. Non par punition, mais par nécessité. Je voulais que ce que j'avais construit ne puisse plus être utilisé contre moi. En parallèle, j'ai consulté un avocat. Il a lu le dossier avec une attention silencieuse. Il posait peu de questions, mais les bonnes. Il ne promettait rien. Il expliquait les conséquences possibles, les risques, les étapes. Il insistait sur un point. La force d'un dossier réside dans sa simplicité et sa cohérence. Pas dans l'indignation. Je me suis appliquée à rassembler les pièces manquantes. Copies d'actes, courriers anciens, relevés oubliés. J'ai écrit des lettres recommandées, demandé des duplicata, noté les réponses et les silences. Tout était consigné dans mon carnet bleu. Dates, interlocuteurs, résultats. Je ne laissais rien au hasard. À la maison, rien ne transparaissait. Ma belle-fille continuait à parler d'avenir comme si tout était acquis. Mon fils évoquait des solutions raisonnables, toujours pour mon bien. Je répondais calmement. Ce n'était pas un mensonge. J'étais bien. D'une manière nouvelle. Le soir, je relisais mes notes. J'enlevais ce qui relevait de l'émotion. Je gardais les faits. J'apprenais à faire taire la colère quand elle surgissait. Non pour l'effacer, mais pour qu'elle ne décide pas à ma place. Ce que je construisais devait tenir sans moi, si nécessaire. Je savais que le moment viendrait. Pas sous la forme d'un éclat, mais d'un constat. Le jour où les documents seraient posés sur la table, je n'aurais pas besoin de me justifier longtemps. Les dates parleraient, les signatures aussi. Et le silence, cette fois, serait du côté de ceux qui avaient cru pouvoir écrire mon histoire sans moi. Je n'étais plus pressée. Le temps avait changé de camp. Chaque démarche me rapprochait d'un point de bascule que je n'avais pas à provoquer. Il viendrait naturellement, parce qu'un mensonge entretenu trop longtemps finit toujours par réclamer son règlement. Donc, je continuais à avancer sans bruit, certaine d'une chose. Ce que je préparais n'était pas une revanche impulsive. C'était une reconquête patiente. Et, pour la première fois, je ne me sentais ni coupable, ni hésitante. Je me sentais prête. La confrontation n'a pas eu lieu le jour où je l'avais imaginée, ni de la manière spectaculaire que d'autres auraient peut-être attendu. Elle s'est imposée d'elle-même, comme une évidence que plus personne ne pouvait repousser. Un rendez-vous familial, proposé sous couvert de bienveillance, de dialogue, de mise au point. Les mots étaient choisis avec soin, presque tendres. On parlait de s'expliquer, de se comprendre, de trouver une solution apaisée. J'ai accepté sans discuter. Mais le lieu était familier, trop familier. La table soigneusement dressée, la vaisselle sortie pour les grandes occasions, cette mise en scène qui donnait l'illusion que tout était encore réparable. Je me suis assise à ma place habituelle, celle qui n'avait jamais changé, celle de celle qui écoute, qui acquiesce, qui arrange. Ils ont commencé à parler avant même que je n'ai posé mon sac. On évoquait l'avenir, ma tranquillité, ce qui serait plus simple pour moi. Les phrases s'enchaînaient, fluides, maîtrisées. On parlait de la maison comme d'un poids.
On parlait de décisions déjà pensées, presque déjà prises. Tout était formulé avec douceur, comme si l'on voulait éviter de me brusquer, comme si mon accord n'était qu'une formalité. Je les ai laissés faire. Tout, je les observais avec une attention nouvelle. Je reconnaissais les mécanismes, les intonations, les silences stratégiques. Ce discours, je l'avais entendu 1000 fois, sous des formes différentes. La seule chose qui avait changé, c'était moi. Quand ils ont terminé, un silence s'est installé. Attentif. Presque inquiet. Ils attendaient ma réponse. Ils s'attendaient à une hésitation, à une inquiétude, peut-être à une résistance molle qu'ils sauraient canaliser. J'ai posé la chemise cartonnée sur la table. Le geste a été long, volontaire. La chemise était épaisse, organisée, sans débordement. Elle n'avait rien de désordonné, rien d'émotif. Elle n'était pas une attaque. Elle était une réponse. Les regards ont changé immédiatement. Mon fils a cessé de sourire. Ma belle-fille s'est figée, comme si l'air venait de se raréfier. Les autres se sont tus sans. Le décor, si soigneusement préparé, n'avait plus d'effet. « Qu'est-ce que c'est » a demandé mon fils. J'ai répondu simplement que c'était ce qui manquait à nos conversations depuis des années. Les faits. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas accusé. J'ai ouvert le dossier et j'ai commencé à poser les documents sur la table, un par un. Les dates. Les signatures. Les actes. La chronologie complète. Chaque feuille déposée semblait retirer un peu de leur assurance. Ma belle-fille a tenté de rire, de parler de complexité, d'interprétation. Elle a dit que je me faisais des idées, que ces choses-là étaient difficiles à comprendre. Les mêmes phrases, encore. Elles n'avaient plus le même effet. Mon fils lisait, lentement, trop lentement pour ne pas comprendre. Son visage se fermait à mesure qu'il avançait. Il ne découvrait pas tout. Il découvrait surtout ce qu'il avait choisi de ne pas voir. À un moment, il a relevé la tête et a dit que ce n'était pas comme ça qu'il l'avait compris, que les choses étaient plus compliquées, que tout cela avait été fait pour le bien de la famille. Je l'ai regardé calmement. Je lui ai dit que ce qui avait été fait, sans que je comprenne, n'avait jamais pu être fait pour mon bien. Que la confiance n'exclut pas l'information. Et que l'amour ne justifie pas l'ignorance organisée. Il n'a pas répondu. Ma belle-fille a alors changé de ton. Elle parlait de loyauté, de respect, de ce que mon mari aurait voulu. Elle tentait de m'enfermer dans un devoir moral, comme on l'avait toujours fait. Je n'ai pas réagi. Ce terrain-là ne m'appartenait plus. À ce moment précis, la porte s'est ouverte. L'avocat est entré. Je ne l'avais annoncé à personne. Sa présence n'était pas une provocation. C'était une continuité logique. Il s'est présenté, a salué calmement, puis a pris place à la table. Il n'a pas parlé immédiatement. Il a laissé le silence s'installer. Ce silence, là, était différent. Il n'était plus pesant. Il était structurant. Mais quand il a parlé, ce fut sans colère, sans menace. Il a expliqué les points juridiques, les incohérences, les marges possibles. Il a évoqué les conséquences d'une procédure, les options envisageables. Mais ces mots étaient précis, mesurés. Il ne laissait pas de place à l'émotion, seulement à la réalité. La discussion s'est fragmentée. Les voix se sont élevées, puis se sont tues. Des reproches sont apparus, dirigés dans tous les sens. Les regards se détournaient. L'équilibre s'effondrait, non parce que je l'avais attaqué, mais parce qu'il reposait sur un récit qui ne tenait plus. Moi, je restais assise. Je n'avais rien à ajouter. Je regardais cette scène avec une distance presque étonnée. Ce n'était ni une victoire, ni une défaite. C'était une fin. La fin d'une histoire fausse, soutenue trop longtemps par mon silence. Ce jour-là, ils ont compris que je n'étais plus celle qui se tairait pour préserver une paix injuste. Que le temps où l'on décidait pour moi était terminé. Le piège ne s'était pas refermé par ruse, mais par vérité. Et cette vérité-là, ils ne pouvaient plus la refermer. Après cette confrontation, rien n'a explosé d'un seul coup. Il n'y a pas eu de scène finale. Pas de cri qui claque les portes. L'éclatement s'est produit autrement, plus insidieusement. Comme une structure qu'on découvre creuse et qui s'effondre lentement sous son propre poids. Les jours suivants ont été marqués par un silence dense. Un silence différent de ceux que j'avais connus auparavant. Ce n'était plus un silence qui m'écrasait, m'effaçait. C'était un silence de désorganisation. Plus personne ne savait exactement quoi dire, ni à qui. Les rôles s'étaient brouillés.
Les certitudes avaient disparu. Mon fils a appelé le premier. Sa voix était tendue, coupée, comme s'il parlait depuis un endroit trop étroit, pour contenir ce qu'il ressentait. Il ne s'est pas excusé. Pas vraiment. Il parlait de confusion, de mauvaises interprétations, de choses qu'il aurait dû mieux comprendre. Il disait qu'il n'avait jamais voulu me faire de mal. J'écoutais sans interrompre, consciente que ce qu'il disait était peut-être sincère, mais tardif. Je lui ai répondu calmement que l'intention n'efface pas les conséquences, que ne pas vouloir voir ne rend pas aveugle, mais responsable. Il s'est tu. Ce silence-là n'était plus une arme. C'était un constat. Ma belle-fille, elle, a réagi autrement. Ses messages étaient longs, structurés, presque argumentatifs. Elle tentait de réécrire l'histoire, de redonner une cohérence morale à ce qui venait d'être exposé. Elle parlait de sacrifices, de décisions prises dans un contexte difficile, de responsabilités assumées pour le bien de tous. Elle se présentait comme une victime d'un système qu'elle n'aurait fait qu'accompagner. Je n'ai pas répondu. Je savais que toute réponse ouvrirait un terrain que je ne voulais plus habiter. Celui de la justification permanente, de la culpabilité inversée, de la discussion sans fin où la vérité se dissout dans l'écume. Attention. Élodie est venue me voir quelques jours plus tard. Elle s'est assise à la table de la cuisine, sans rien dire au début. Puis elle a parlé, doucement, avec des mots hésitants. Elle a reconnu qu'elle savait depuis longtemps que quelque chose n'était pas clair, qu'elle avait choisi de ne pas poser de questions pour préserver l'unité familiale. Elle pleurait, mais ce n'était pas des larmes théâtrales. C'était un chagrin lourd, celui de quelqu'un qui réalise trop tard le prix de son silence. Je lui ai pris la main. Je ne lui ai pas reproché son inaction. Je lui ai dit que je comprenais cette peur, que je l'avais portée moi aussi pendant des années. Mais je lui ai dit aussi que la famille, qui tient grâce au déni, finit toujours par se fissurer plus violemment. Elle est repartie changée, moins légère, mais plus honnête. Laurent, lui, s'est tenu à distance. Il envoyait des messages courts, prudents. Il disait qu'il avait besoin de temps. Je n'ai pas insisté. Chacun doit faire le chemin à son rythme, surtout quand ce chemin mène à des vérités inconfortables. À mesure que les jours passaient, les alliances implicites se défaisaient. Des reproches apparaissaient là où il n'y avait auparavant que des silences arrangés. Les responsabilités, longtemps diluées, cherchaient soudain des visages précis. Ce qui avait été caché sous le tapis pendant des décennies remontait à la surface sans que j'aie besoin d'intervenir. Les démarches juridiques continuaient, méthodiques, presque impersonnelles. Courrier, rendez-vous, échanges formels. Tout avançait lentement, sans éclat. Je me sentais étrangement en retrait, comme si je n'étais plus le centre du conflit, mais seulement le point à partir duquel il avait cessé d'être nié. La maison, elle, avait changé de visage. Ce lieu que j'avais longtemps protégé, entretenu, sacralisé, me semblait désormais étranger. Les murs retenaient trop de conversations murmurées, trop de décisions prises à mon insu. Je n'y ressentais plus de colère, mais une fatigue profonde. Celle qui vient quand on comprend qu'un chapitre est terminé, même s'il n'a pas été refermé proprement. On m'a accusé, à demi-mot, d'avoir brisé la famille. De tout compliquer, de ne pas avoir laissé le passé tranquille. Ces mots ne me touchaient plus comme avant. Je savais désormais que ce qui s'était brisé n'était pas la famille, mais l'histoire fausse qui la maintenait debout. Je n'avais rien détruit. J'avais cessé de soutenir un mensonge. Au milieu de cet éclatement, je me suis découverte étonnamment calme. Pas triomphante, pas amère, juste lucide. Je n'étais plus responsable de réparer ce qui avait été construit, sans moi. Je n'étais plus la gardienne d'un équilibre qui exigeait mon effacement. Ce chaos n'était pas une fin en soi. Il était une transition. Une étape nécessaire pour que chacun affronte sa part de vérité ou choisisse de s'en détourner définitivement. Moi, j'avais déjà fait mon choix. Je regardais cette famille se recomposer, se défaire, se confronter à ce qu'elle avait évité trop longtemps. Et pour la première fois, je n'avais plus besoin d'y tenir un rôle. Je me préparais, en silence, à autre chose. La décision de partir ne s'est pas imposée comme une fuite, mais comme une évidence tranquille. Après l'éclatement, après les silences lourds et les reproches à demi-mot, j'ai compris que rester dans cette maison reviendrait à continuer de porter une histoire qui n'était plus la mienne. Le droit avait ouvert une brèche. La vie, elle, m'invitait à passer de l'autre côté. Je n'ai rien annoncé.
Je n'ai pas demandé l'accord de qui que ce soit. Pendant des années, j'avais attendu qu'on me dise quoi faire, quand comprendre, quand accepter. Cette fois, j'ai décidé seule, non par orgueil, mais par respect pour moi-même. Certains choix ne supportent plus le regard des autres. J'ai choisi un lieu simple, sans attache. La mer, parce qu'elle ne questionne pas. Elle ne demande ni justification, ni fidélité au passé. Elle est là, immense, indifférente, et cette indifférence m'a fait du bien. L'appartement était modeste. 2 pièces, beaucoup de lumière, un balcon étroit d'où l'on apercevait l'horizon entre les immeubles. Rien de spectaculaire. Mais rien non plus qui me rappelait ce que j'avais été censée être. C'était un espace neutre, prêt à accueillir une vie qui ne portait encore aucun poids. Le jour du départ, j'ai fait mes valises lentement. Je n'ai emporté que l'essentiel. Quelques vêtements, des livres, des photos anciennes, et mon carnet bleu. J'ai laissé derrière moi des meubles, des objets, des habitudes accumulées au fil des décennies. Je me rendais compte que beaucoup de ces choses m'avaient ancré dans une histoire que je n'avais pas écrite. Quand j'ai fermé la porte de la maison pour la dernière fois, je n'ai pas ressenti de déchirement. J'ai posé les clés sur la table, doucement, comme on dépose un objet après l'avoir trop longtemps tenu. Cette maison avait contenu une vie entière. Elle n'avait pas à contenir la suite. Les premiers jours ont été étranges. Le silence n'était plus oppressant. Il était neuf. Je me levais sans contrainte. Je préparais mon café sans penser à ce que je devais faire pour quelqu'un d'autre. Je regardais la lumière changer sans me sentir en retard sur quoi que ce soit. Personne ne me connaissait ici. Personne ne me demandait d'expliquer mon passé. Cette absence de regard était un soulagement profond. J'avais passé trop d'années à me définir à travers les autres, à anticiper leurs besoins, leurs réactions. Ici, je n'étais rien d'autre qu'une femme qui recommençait. J'ai redécouvert des gestes simples. Marcher le long de la plage sans but précis. Choisir des fruits au marché. Lire longtemps sans être interrompu. Ces gestes, en apparence insignifiants, me redonnaient une sensation de présence que j'avais oubliée. Le soir, j'écrivais. Pas pour constituer un dossier. Pas pour me défendre. J'écrivais pour déposer ce qui n'avait jamais trouvé sa place. Des souvenirs. Des questions. Des phrases longtemps retenues. Je ne cherchais pas toujours des réponses. Il suffisait de ne plus les fuir. Ma famille existait toujours, mais à distance. Laurent m'a envoyé un message bref, me demandant si j'allais bien. J'ai répondu oui. C'était vrai. Cette vérité-là n'avait pas besoin d'être détaillée. Élodie m'appelait parfois. Nos conversations étaient simples, prudentes. On parlait du temps, de son travail, de la vie quotidienne. Le passé restait en arrière-plan, présent sans être envahissant. Peut-être qu'un jour, il serait abordé autrement. Peut-être pas. Je ne forçais plus rien. Mon fils restait silencieux. Je ne savais pas s'il était en colère, perdu, ou simplement incapable de faire face. Je n'essayais plus de deviner. J'avais compris que porter les non-dits des autres m'avait coûté trop cher. Ma belle fille avait disparu de mon horizon. Je ne cherchais plus à la comprendre. Il y a des relations qui ne demandent pas à être réparées, mais quittées. Dans cette vie nouvelle, je n'étais plus la mère qui amortit les chocs, la femme qui s'efface pour préserver l'équilibre. Je n'étais plus un rôle à tenir. J'étais une présence entière, imparfaite, mais libre. Je pensais parfois au pardon. Pas comme à une obligation morale, mais comme à une possibilité lointaine. Le pardon, s'il venait, ne serait ni un oubli ni une justification. Il serait simplement une manière de ne pas transporter la colère plus loin que nécessaire. Je pensais aussi à l'histoire fausse sur laquelle j'avais bâti ma vie. Elle ne me faisait plus honte. Elle me rappelait simplement à quel point il est facile de se perdre quand on confond l'amour avec le renoncement. Je n'étais pas devenue une autre personne. J'avais cessé d'être un personnage secondaire dans ma propre existence. Et dans ce départ silencieux, je comprenais que la vraie réparation ne consiste pas toujours à revenir en arrière, mais à avancer, sans mentir. À soi-même, surtout. Il m'arrive encore, certains soirs, de m'asseoir face à la mer, sans rien lui demander. Je la regarde respirer, avancer, se retirer, fidèle à un mouvement qui ne cherche ni explication, ni approbation. Dans cette constance, je reconnais quelque chose que j'ai longtemps perdu, la possibilité d'exister sans justification. Le passé ne m'a pas quitté,
Il revient parfois, sans prévenir, pas sous la forme d'une douleur vive, mais comme une image qui se précise à mesure que je la regarde autrement. Je revois la femme que j'ai été pendant tant d'années, celle qui croyait que l'amour se prouvait par l'endurance, celle qui confondait la confiance avec l'abandon de soi, celle qui pensait que comprendre était secondaire, tant que l'on restait loyal. Je ne la méprise pas, je ne la corrige pas non plus, je la regarde avec une indulgence lucide. Elle a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle savait. Elle a tenu, parfois à bout de force, parce qu'on lui avait appris que tenir était une vertu. Elle ignorait que ce silence, répété trop longtemps, finirait par devenir une prison. On parle souvent de courage comme d'un acte spectaculaire. Un éclat, une rupture, une colère enfin exprimée. Le courage que j'ai appris n'a rien de visible. Il ressemble à une date notée dans un carnet, à un document relu jusqu'au bout, à une question posée sans trembler, à un silence qui cesse d'être une peur pour devenir un choix. Je n'ai pas gagné contre ma famille. Cette idée m'a toujours semblé étrangère. Comme si la vie se réduisait à un affrontement permanent où l'un doit forcément perdre pour que l'autre existe. Ce que j'ai fait est plus simple et plus exigeant. J'ai cessé de me perdre pour préserver une histoire qui ne me reconnaissait pas. Il m'arrive encore de recevoir des messages hésitants, des phrases inachevées, des tentatives de rapprochement maladroites. Je n'y réponds ni avec dureté ni avec empressement. J'ai compris que l'amour, pour rester juste, a besoin de frontières claires. Sans elles, il se transforme en exigence silencieuse, parfois en violence feutrée. Je sais que, pour certains, je resterai celle qui a ouvert la boîte, celle qui a osé regarder là où il aurait été plus confortable de détourner les yeux, celle qui a tout compliqué. Je comprends cette colère. Quand une vérité longtemps étouffée surgit, elle donne l'impression de détruire ce qui tenait encore debout. Il est plus facile d'accuser celles qui ouvrent le dossier que ceux qui ont empilé les silences. Je n'ai jamais cherché à humilier. Je n'ai jamais voulu punir. Je n'ai pas élevé la voix plus que nécessaire. J'ai simplement refusé de continuer à vivre dans un récit écrit sans moi, à mon insu, pour la tranquillité des autres. Il y a un prix à cette lucidité. Elle isole parfois. Elle vous laisse seule face à ce que vous n'êtes plus. Mais cette solitude n'est pas un désert. C'est un espace où l'on respire sans se justifier, où l'on peut enfin choisir sans demander la permission. Si je raconte cette histoire aujourd'hui, ce n'est pas pour régler des comptes. C'est pour m'adresser à celles et ceux qui se reconnaîtront dans les marges, à celles qui portent trop, à celles à qui l'on dit d'attendre encore, de comprendre toujours, de ne pas faire de vagues, à celles qui confondent la paix avec l'effacement. Je voudrais leur dire qu'il n'est jamais indécent de vouloir comprendre, qu'il n'est jamais trop tard pour relire sa propre vie, ouvrir un dossier, poser une question, demander des explications. Que le droit n'est pas un cri, mais un outil. Et que la dignité ne consiste pas à tout accepter, mais à savoir quand s'arrêter. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que cela ne fait pas mal. Je dis seulement que rester dans une histoire fausse détruit plus sûrement que la vérité, même quand cette vérité oblige à renoncer à des liens, à des certitudes, à des images rassurantes. Aujourd'hui, ma vie est simple. Je marche, je lis, j'écris parfois, je choisis. Ces gestes peuvent sembler ordinaires. Pour moi, ils sont immenses. Ils m'appartiennent. Et pour la première fois, je n'ai pas l'impression de vivre une vie empruntée. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Peut-être des retrouvailles. Peut-être des silences définitifs. Je n'essaie plus de tout prévoir. J'ai compris que la paix ne vient pas de la certitude, mais de l'alignement entre ce que l'on sait et ce que l'on accepte. Alors, s'il ne devait rester qu'une seule phrase, une seule, prononcée sans colère ni triomphe, mais avec la clarté acquise trop tard, ce serait celle-ci. Le silence peut aussi être une forme de justice.